Alors dans cette vidéo, je voudrais vous montrer rapidement quelques plantes qui peuvent sortir du lot et qui peuvent nous aider à être plus forts face à une infection, une maladie. Alors c'est pas pour soigner, mais c'est pour renforcer l'organisme. Ah, ça fait de nombreuses années que je me soigne avec ou que j'utilise les plantes, donc j'ai un petit recul et donc je vais sortir vraiment celles qui me paraissent les plus intéressantes. Donc j'ai fait une feuille rapidement. Donc je suis pas médecin, je ne vais pas vous donner d'indications, mais ça peut être des plantes qui peuvent être à portée de main. Alors déjà, dans l'alimentation, les plantes qu'il faudra introduire impérativement dans l'alimentation, pour moi, c'est l'ail et l'oignon. Donc il faudra en manger tous les jours et en mettre dans tous les plats, dans les salades, dans les vinaigrettes par exemple. Donc pour me baser sur cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs livres. Alors ça peut être sur les huiles essentielles, donc ça peut être ce livre Larousse, les plantes, un livre de Jean Valnet, un autre livre sur les huiles essentielles, un livre sur les tisanes, et des sites internet. Donc là, il faut l'utiliser. Donc parfois, par exemple dans le petit Larousse, on peut voir que l'ail est anti-infectieux, antibactérien. Il a de nombreuses vertus sur le système digestif, les poumons, sur les vers intestinaux. Donc je vous mettrai des feuilles, des fiches intéressantes qu'on peut voir sur internet, comme sur Wikiphyto, Créa Pharma ou Passeport Santé. Donc j'ai les liens, comme ceci. C'est des sites très intéressants car il y a des études scientifiques. Donc l'ail et l'oignon, à mon avis, il faut beaucoup les utiliser. Donc parfois sur certaines pathologies, on a des doses qui doivent être assez fortes. Donc ça peut parfois poser des problèmes digestifs. Donc il faut bien le prendre en mangeant. L'ail et l'oignon sont des plantes très intéressantes. J'ai également ajouté le jus de citron. Alors le jus de citron, alors là c'est pas forcément la meilleure forme. La meilleure forme ce serait de presser un citron, car le jus de citron est riche en vitamine C, anti-infectieux, fortifiant. On peut l'incorporer dans les boissons. Et j'ai mis qu'il fallait manger varié, équilibré, pas manger uniquement des pâtes, mais manger des fruits et des légumes pour les richesses en magnésium, en vitamine B, C, en toutes les vitamines. Et également manger beaucoup d'aliments également fermentés pour renforcer son système digestif, car souvent on voit de plus en plus que le système digestif a un lien avec la santé générale. Donc on peut manger du chou fermenté, de choucroute, ici c'est du kéfir qu'on peut fabriquer. Donc il ne faut pas forcément en abuser, mais on peut utiliser ça. Pour les infusions, alors pour moi les plantes qui sortiraient du lot, notamment lorsqu'on regarde ce gros livre, alors donc l'ail, mais en infusion c'est pas très bon. Donc après il y a beaucoup de plantes qu'on utilise. Je dirais la cannelle ou le clou de girofle. Donc moi je mets parfois un peu de clou de girofle, de la cannelle, le gingembre. Donc pour les plantes ici de racines, souvent on fait des décoctions, c'est une sorte d'infusion mais un peu plus poussée. Pour les propriétés antivirales, on a le sureau qui est très intéressant. Donc parfois on fait des sirops de sureau, des fois on utilise la baie, des fois on utilise la fleur. Le sureau est très intéressant sur la grippe par exemple, il aurait des effets antivirales. Parmi les plantes qu'on a quasiment tous chez soi, qu'on cultive en pot, on a le thym vraiment qui sort du lot et vraiment a des très bonnes propriétés. Le thym est des plantes assez proches comme la sarriette et on a également l'origan, la marjolaine. Alors origan et marjolaine, c'est des plantes très proches qui auraient des propriétés intéressantes sur les bactéries et parfois sur les virus. Une autre plante qui serait assez puissante, ce serait le laurier noble. Il y a plusieurs types de lauriers, on utilise uniquement le laurier noble. Donc on peut prendre par exemple ce laurier-ci et le faire infuser un petit peu, en mettre un peu de feuilles et le faire infuser. Le laurier est une plante très puissante. Et après, il y a d'autres plantes qu'on peut voir dans les tisanes qui auraient des propriétés fortifiantes ou sur les virus, les bactéries, sur la toux, comme la réglisse. Alors, il ne faut pas en abuser car elle peut faire augmenter la tension artérielle. Les eucalyptus, alors en tisane également. Le citron, j'ai rajouté d'autres plantes. Par exemple, moi je fais des liqueurs avec de l'alcool. Donc moi je fais par exemple ici de la liqueur d'hysope. Et l'hysope qui est très recommandé sur la toux, par exemple. Et il y a des vieilles plantes qu'on utilisait, alors je crois que de nom c'est la grande au nez. Donc pour fortifier son corps, il faudrait consommer également beaucoup de vitamine C. Donc il y a des plantes qui sont très riches, qui poussent pas forcément sous nos climats, comme l'acérola. Et on peut faire pousser dans ce potager l'argousier. On a les fruits des
les fruits des églantiers, les cynorondons. Tous les petits fruits, groseilles, cassis, ont énormément de vitamine C, même si en hiver c'est pas la saison. Nous avons également les kiwis, les citrons, certains aliments. Par exemple, certaines herbes aromatiques comme le persil peuvent avoir beaucoup de vitamine C, mais le problème c'est qu'on consomme souvent peu de persil. Le réfort, donc j'en ai essayé d'en cultiver. Et après, on a une plante qui pousse bien l'hiver, qui est très résistante au froid et qui pousse bien en France. C'est le chou. Donc ici, c'est du chou kale. Donc c'est riche en énormément de nutriments, de minéraux, de vitamines. Donc chou kale, chou frisé. Donc c'est un chou qui ne gèle même pas, pour moi, qui est même vivace dans mon jardin. Donc voilà les plantes les plus riches en vitamine C. Alors moi, vraiment, si je suis malade, ce que je fais, je vais vraiment prendre de la vitamine C encore qu'on peut trouver au magasin. Comme ici, c'est un extrait de cérola. Et en fait, je vais fragmenter ma capsule à croquer et je vais en croquer fragmenter dans la journée pour que mon corps ne puisse pas évacuer si j'en consomme trop d'un seul coup. Je vais fragmenter et prendre 100 ou 200% des apports journaliers recommandés. Donc maintenant, il y a des nouvelles vitamines C qui seraient mieux absorbées par le corps. Alors, parmi les plantes qui pourraient aider à booster le système immunitaire, on a l'échinacée. Donc ça, j'en ai dans mon jardin de l'échinacée. Il y a plusieurs types d'échinacées. Ici, c'est essentiellement de la purpurea, la pourpre. On a la pallida également. Moi, dans mon potager, je n'ai pas essayé car, à mon avis, la pallida serait plus intéressante. Elle a des racines un peu plus épaisses, car souvent c'est la racine qu'on utilise. Euh, L'échinacée est bien extraite par l'alcool, donc il faut mieux l'utiliser en teinture, en extrait alcoolique. Donc avec la plante fraîche, il faut utiliser des alcools forts qui sont difficiles à trouver. Donc j'ai pas encore essayé d'en faire moi-même, l'échinacée. Donc j'ai pas eu vraiment de résultats spectaculaires sur moi avec l'échinacée, car apparemment il faudrait en consommer des grosses quantités. Donc parfois les plantes que je vais donner ont des contre-indications. Donc il y a d'autres plantes que j'ai citées qu'on peut voir sur la littérature, comme le lapacho ou des champignons. Donc j'ai pas testé, je les ai mis en parenthèse. Donc l'hiver également, on a des carences qui peuvent s'installer comme la vitamine D. Donc il y a deux sources possibles, soit par l'alimentation. Les poissons gras sont riches en vitamine D, comme le saumon, la morue. Mais le problème, c'est que les gros poissons gras vont faire de la bioaccumulation, comme le mercure. Et donc il est plus facile de trouver de la vitamine D, soit en s'exposant au soleil, mais l'hiver, le problème, c'est que le soleil est moins intense, ou soit utiliser des complémentations de vitamine D. Alors moi, je me complémente l'hiver avec de la vitamine D. En fait, je le fais depuis plusieurs années, car une fois, ma mère a fait un bilan sanguin, et elle est vraiment toujours dehors, ma mère, et on a vu qu'elle était quand même carencée en vitamine D, même en s'exposant tout l'hiver à l'extérieur. Donc maintenant, je prends un petit peu de vitamine D l'hiver. Et tous les jours, je prends quelques gouttes. Donc moi, je prends de l'ordre de 1000 unités, mais il faut vraiment voir avec son médecin pour savoir combien prendre. Et donc, il y a quelques années, on recommandait assez peu, des doses assez faibles. Et souvent, ces dernières années, on a eu une augmentation des recommandations officielles, car on a vu que les populations de l'hémisphère nord sont vraiment très carencées en vitamine D. Donc la vitamine D aurait un impact sur beaucoup de choses, sur l'ostéoporose, sur le système immunitaire. Donc après, il y a des vitamines, des minéraux qu'on peut manquer. Par exemple, on peut manquer de magnésium. Donc soit on peut prendre des magnésiums plus traditionnels comme le chlorure de magnésium, des magnésiums de nouvelle génération, comme par exemple dans les formules comme des stress, parfois associés avec des vitamines D ou de la taurine pour améliorer l'absorption. Et on a également des nouvelles vitamines, nouvelles formes de magnésium mieux absorbées, qui posent moins de problèmes, qui sont moins laxatives ou mieux tolérées par le corps. Et donc la vitamine C, on peut prendre des extraits également lorsqu'on est fatigué. Et la vitamine C aurait un impact sur, sur le système immunitaire, sur la fatigue, sur beaucoup de réactions. Et aujourd'hui, on arrive même à voir, j'avais écouté une chronique santé où les médecins disaient que la carence en vitamine C, le scorbut, arrivait à revenir dans les populations occidentales. Car certaines personnes ne mangent pas assez équilibré. Au niveau des huiles essentielles, alors il y a un livre que j'ai qui est très bien, c'est ce livre-ci. Il est mieux que le livre de Daniel Festi.
Et donc là, on va citer vraiment les huiles essentielles qui auraient des propriétés sur le système immunitaire, sur les virus, les bactéries. Donc il y a plusieurs huiles essentielles qui arrivent souvent. Donc la plus connue, c'est celle-ci, sur le virus, par exemple, l'hiver. C'est le Ravinsar ou Ravinsara, donc Cinnamon camphora cineole. Donc je vais vous montrer la page. Donc là, c'est le nom latin, c'est très important avec les chémotypes parfois. Et on voit les molécules actives, et ces molécules actives auraient des propriétés intéressantes. Notamment, cette huile essentielle est intéressante car elle est assez bien tolérée. J'ai bien remarqué que pour les huiles essentielles, il y a beaucoup de contre-indications. Que ce soit parfois sont dermocaustiques, par exemple, j'ai cité cannelle, clou de girofle, origan, c'est des huiles qui sont toxiques. Alors ça peut être dermocaustique, qui peuvent être toxiques par voie interne, qui doivent être parfois très diluées, qui ne doivent pas être utilisées chez les enfants, chez les femmes enceintes. Donc ça, il faut bien regarder des documentations sur les huiles essentielles. Mais vraiment, l'huile essentielle, c'est la quintessence de la plante, c'est vraiment l'extraction, la concentration. Et on peut vraiment avoir des choses de très puissantes sur les huiles essentielles. Donc j'ai cité des plantes qu'on retrouve parfois aromatiques dans les tisanes. Donc le laurier, noble, le ravinsara, l'origan, la cannelle, le clou de girofle et d'autres huiles essentielles. Donc on a des eucalyptus comme rajata ou globulus, les arbres à thé, titri, niaouli, c'est une plante très proche. Et donc il faut bien faire attention que les huiles essentielles, c'est des éléments très puissants et qui peuvent être intéressantes. Alors une précision au niveau des tisanes, moi quand je fais une tisane, je mets toujours un petit couvercle pour éviter que les substances aromatiques, lorsque je vais mettre de l'eau à 90-100 degrés, ne puissent s'évaporer bien qu'elles restent. Donc les mesures préventives, c'est vraiment le plus important quand il y a une maladie. Ça peut être le lavage de mains, le confinement, l'isolement, la protection, les gants, les masques. Et notamment pour les personnes les plus vulnérables, ça peut être les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes. Il faut vraiment s'isoler. C'est vraiment plus important que tous les traitements, vraiment le préventif. Alors au niveau des tisanes, j'ai mis des différentes tisanes qu'on peut utiliser. Alors des associations avec des plantes qui ont un goût assez proche. Par exemple, cannelle, gingembre, clou de girofle. Alors la cannelle, ça dépend si on l'utilise en poudre. Enfin, je ne sais pas si j'en ai. Mais si elle est en poudre, on peut plutôt faire une infusion. Et si c'est en bâton, il faut faire une décoction. Des plantes très proches également, le thym et la sarriette. Et le sureau, qui est très recommandé sur la grippe par exemple, peut être associé avec l'achillée. Ça peut être notamment pour faciliter l'évacuation des fièvres, de la transpiration par exemple. Donc ça c'est la vidéo de Christophe Bernard où il associait l'achillée millefeuille avec le sureau. Donc dans les plantes, rubrique Larousse, les plantes pour maladies infectieuses, on a un mélange qu'on peut pratiquer par exemple chez soi. Donc on peut le simplifier. Cannelle, sarriette, sureau, lapacho, racine de pissenlit, mauve, baie de genièvre, orthosiphon, alors je connais pas, et petite centaurée. Alors on n'est pas obligé de mettre toutes les plantes, hein. On peut varier. Alors sur certaines plantes, il est parfois conseillé de ne pas en consommer trop de grosses quantités, pas sur un temps parfois trop long, car certaines plantes peuvent avoir des effets qui miment les hormones par exemple. Donc au niveau des tisanes qui peuvent soulager la toux, on a les coquelicots, la mauve, le bouillon blanc. Donc c'est une tisane qu'on appelle la tisane des 4 fleurs ou tisane pectorale. C'est une tisane très connue. Ou l'hysope. Donc pour les sources, il y a le livre de Jean Valnet, la phytothérapie. Donc c'est un livre qui est bien, mais parfois un peu dépassé. J'ai vu sur certaines indications, mais il est très intéressant. J'utilise ce livre-ci. Pour les huiles essentielles, j'aime bien utiliser ce livre. Et des sites internet avec des fiches sur les plantes qui peuvent être qui sont rapidement mises à jour. Donc au niveau de la propolis, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure, je crois. La propolis, il y a différents types de propolis. Ça peut être des extraits hydroalcooliques, des extraits alcooliques. Et par exemple, là, non, rien à voir entre les deux. Ici, il faut prendre une cinquantaine de gouttes par jour, 3 fois par jour, alors qu'ici, il leur faut prendre une goutte par jour. Alors pour la propolis, on recommande souvent de ne pas en prendre en continu. Il faut faire une période de 20 jours maximum, car on peut développer des allergies aux produits de la ruche si on en consomme trop. Donc c'est une plante également très intéressante. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. Et en fait le but c'est pas
c'est de vous aiguiller sur certaines plantes et donc vous inciter à faire des recherches supplémentaires pour vous informer, pour vous se rendre compte que par exemple le thym qu'on a dans son potager, moi j'en ai, mais là c'est l'hiver donc il est petit, que le thym qu'on a dans son potager, et, on peut l'utiliser pour faire des tisanes le soir, que le sureau qu'on considère comme une plante de buisson n'est pas simplement, le rosier des chiens, ne sont pas simplement de vulgaires plantes, mais ça peut être des plantes très intéressantes. Donc voilà pour les principales indications. Et pour cette vidéo que j'ai fait assez rapidement, sans trop de préparation. Donc ça, je pourrais le partager si vous le souhaitez, cette feuille de synthèse. Voilà.